Salut tout le monde, c'est Anto et bienvenue pour cette troisième partie de la rétrospective de la première année de Star Wars Unlimited. Et comme promis, aujourd'hui on va faire une petite vue d'ensemble sur l'évolution de la méta sur les 3 premiers sets. Et aujourd'hui je ne suis pas en compagnie de Sky Chapon, je suis en compagnie de l'ami Astier. Comment tu vas Astier? Et bonjour à tous, bah écoute, ça va très bien et toi? Ça va super, ça va super. Je suis très content de t'avoir pour une première fois en vidéo avec moi. Ça fait très plaisir. Et bah ouais, avec plaisir partagé. Ça me permet notamment d'avoir aussi ton regard d'une autre contrée sur la méta, notamment pour le set 1, parce que pour le set 1, on n'a pas eu énormément de données en ligne sur comment la méta a fonctionné, parce qu'il n'y avait pas encore de planetary qualifier et de choses comme ça. Le site aussi Star Wars Unlimited Competitive Hub n'existait pas non plus. Et donc forcément, on n'avait pas autant de data sur ce qui fonctionnait bien en petit tournoi ou non. Et on a notamment déjà remarqué, pour en avoir discuté avec les autres membres de l'équipe, que la méta que je pouvais avoir en Belgique n'était pas forcément la même qu'on pouvait avoir en France. Donc ça peut vraiment être intéressant d'avoir ton regard un peu différent du mien sur cette évolution. Bon, est-ce que tu es prêt ? Ouais, toujours prêt. Alors après, le tout petit disclaimer, c'est comme certains le savent, moi je suis pas de la région parisienne, je suis du sud de la France, donc c'est encore une autre méta qu'il peut y avoir sur Paris. Mais parfait. Comme tu l'as dit, en fait sur les petits tournois, c'est vrai qu'on peut avoir des choses qui diffèrent, mais sur les gros tournois, on l'a vu là sur les PQ auxquels tu as pu participer, auxquels le reste de l'équipe a participé, et moi-même sur Toulouse, Salon, Montpellier, au final, sur les gros tournois, ça a tendance à se rejoindre quand même pas trop mal. C'est plus sur les petits tournois, où les stores où on voyait pas mal de disparités. Non mais tant mieux, ça va permettre d'avoir une vision un peu plus globale du jeu, en tout cas en France et en Belgique, c'est nickel. Allez, let's go, on lance ça tout de suite après le générique, c'est parti. Ok les amis, on va commencer tout de suite du coup par le set 1. Vous allez voir, on vous a systématiquement mis toute une série de decks qui ont bien performé globalement dans la méta. Comme on vient de vous le dire, on a un peu moins de recul sur set 1, un peu moins de données, donc forcément on va le faire un peu plus au feeling selon ce que nous on a pu voir en tournoi. Mais n'hésitez pas en commentaire à nous dire si y a d'autres decks qui performaient particulièrement bien dans votre région qui n'ont pas été listés ici dans la vidéo. N'hésitez pas à nous le dire. On va commencer par donc le set 1 en parlant systématiquement d'abord des decks qui selon nous ont performé mais peut-être un peu moins bien pour arriver au final jusqu'au top 3 de chaque set. Et on démarre tout de suite avec le petit Luke Skywalker en vert. Je pense que pas mal de gens l'ont joué parce que c'était un deck du starter, donc des gens ont acheté le starter et ont commencé avec ça, l'ont un peu pimpé avec les cartes justement qu'ils ont eu dans leur display. C'est quand même un leader qui est plutôt fort, mine de rien, en tout cas pour le set 1, c'est pas dans les meilleurs mais c'est pas non plus dans le fond du panier. Je trouvais qu'il se défendait pas mal, malgré tout il a jamais vraiment réussi à percer et à persister sur les sets suivants. Je sais pas ce que t'en penses toi Asti de celui-là. Je suis d'accord, après c'est un bon leader qui permet d'avoir pas mal de sustain sur le board, c'est-à-dire sustain pour les non initiés, en gros c'est le fait de pouvoir renforcer nos unités puisqu'on va leur octroyer un shield, donc un bouclier, ça leur permet d'avoir une grosse présence sur le board, souvent de pouvoir faire 2 trades, voire dans certaines situations 3 trades. Le seul problème c'est qu'à cette méta là, on avait quand même un pool de cartes qui était assez restreint, et donc il y avait quand même beaucoup de présence de contrôle, et notamment des cartes qui vont faire des -2 avec ouvrir le passage, qui vont faire les mettre au tapis, donc mettre KO une unité qui a 5 PV restant au moins, le pouvoir du côté obscur. En gros, c'était des cartes de contrôle qui permettent de contrôler sans infliger des dommages, et donc ça passait tout l'aspect des boucliers. Donc il était un petit peu en deçà parce que il y avait quand même pas mal de cartes qui permettaient d'aller chercher les unités qui étaient protégées, et il avait un peu de mal à se faire sa place parce que mine de rien, avec beaucoup de decks qui jouaient du bleu dans la méta, alors pas tous les decks mais le bleu avait une forte présence, il y avait aussi le vigilance, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de tirer parti du shield s'il y a des cartes qui permettent de gérer l'unité en question en outrepassant cette protection. Mais malgré tout, c'est un deck qui tournait quand même pas mal face aux decks aggro qui eux n'avaient pas vraiment
Oui, gros ouais, tout à fait. justement, et notamment en mettant des shields sur des tas de sentinelles, donc ça rendait clairement l'accès à la base quasiment impossible pour les Sabines et autres. Donc c'est un deck qui fonctionnait pas trop mal, mais qui a jamais vraiment non plus réussi à topper. On va passer au suivant, je te propose avec le Han Solo vert. Alors Han Solo, on va avoir l'occasion d'en parler dans cette rétrospective, mais sachez en tout cas que lors de la saison 1, si vous vous en souvenez, il n'était pas si présent que ça. Ah ouais, il était même décrié, les gens se moquaient de lui. Je me rappelle, on avait fait la toute première tier list, on avait même fait la tier list tout en bas, la catégorie Han Solo, parce qu'on disait mais le perso est nul, et force est de constater qu'on s'est trompé. Ouais. Parce que comme tu l'as dit, après on l'a vu notamment avec le Han Solo Casino, si je me souviens bien, avec le renfort de Wing qui permet d'aller chercher les Mace Windu, etc. Donc là oui, on l'a vu apparaître à la fin du set. C'était pas mal, hein. Ouais, tout à fait. Ça a été très tardif. Les gens se sont vraiment rendus compte du potentiel de ce leader sur le tard. Je me souviens personnellement l'avoir joué justement en toute fin de set, je pense à mon dernier Store Showdown. Je le maîtrisais absolument pas parce que c'est pas un leader facile à jouer. Ça, quoi qu'on en dise, c'est effectivement un leader qui est parfois un peu décrié dans la saison actuelle, hein, en ce moment. Mais quoi qu'on en dise, c'est un leader qui est pas facile à jouer. Oui, tout à fait. Un autre dont on va parler plus tard qui était très fort mais qui était beaucoup plus facile à jouer. Mais on va y venir très très bientôt. Tu veux ajouter quelque chose sur le Han ? Non, tout à fait, comme tu dis, c'est un de ces persos qui sont difficiles à maîtriser. Alors oui, il peut nous sortir un peu par les yeux parce que c'est compliqué de jouer contre. C'est assez stable, en tout cas la version qu'on voit actuellement, la version double jaune, c'est un deck qui est très stable. Alors la version casino, c'est par la force des choses beaucoup plus aléatoire, mais c'est un deck, voilà, il faut savoir le maîtriser, il faut savoir le jouer, c'est pas à la portée de n'importe qui, et tout simplement, je vous déconseille de prendre le Han Solo, de faire 2 parties et d'aller en PQ avec, ou à le moins que vous soyez excellent, que vous soyez déjà habitué au TCG. Si vous venez de commencer les TCG avec Star Wars Unlimited, Han Solo, il faut le maîtriser, il faut avoir fait plusieurs parties, là où d'autres decks qu'on va voir plus tard, c'est vrai que quand vous l'avez en main, vous pouvez le jouer instantanément et vous le jouerez à son plein potentiel. Yep, tout à fait. Ensuite, l'Empereur Palpatine vert. Alors, c'est pas forcément un deck qu'on voyait énormément, mais par contre, il pouvait se hisser haut en certains Store Showdown. C'est un deck très enquiquinant qui est resté quand même en place pendant les 3 sets. Pas forcément la version verte, hein. C'est un leader qui a énormément évolué en termes de couleurs secondaires au fil des 3 sets. Mais ça reste quand même un bon leader et un bon combo leader base qui, je pense, a perdu un peu de sa superbe double vert au profit d'autres couleurs. Mais en tout cas, en set 1, j'en voyais beaucoup personnellement dans les tournois boutiques que je faisais. Ouais, moi aussi. Ouais. Puis c'était dur de jouer contre parce que on savait qu'il y avait il nous prenait de vitesse, ça rampait, ça nous sortait vite des grosses unités, et surtout que le tour où il sort, nous on a envie de le finir avant qu'il puisse sortir, donc on va avoir tendance à jouer nos grosses unités. Sauf que si on l'a pas terminé et qu'il peut sortir, nos grosses unités il va les prendre. Derrière, c'était très dur de jouer contre, d'anticiper un petit peu son déploiement. Et c'est vrai que voilà, c'est un peu comme Han Solo, il fallait l'avoir train, il fallait savoir quand sortir son Palpatine, qu'est-ce qu'on allait chercher, quelles unités on sacrifiait. Mais c'est un perso qui est intéressant, je trouve, honnêtement. Ouais, tout à fait. Et encore aujourd'hui, avec plutôt un Palpa jaune, mais on aura l'occasion d'y revenir. Ensuite, un deck que toi tu avais testé à l'époque, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, j'ai beaucoup train. Je l'avais présenté sur la chaîne, je le jouais énormément. Enfin, c'était mon main deck. J'avais joué au tout début Sabine, mais voilà, moi les decks aggro c'est pas trop mon truc. Je suis plutôt un joueur contrôle. C'était plus pour apprendre le jeu que je jouais le Sabine. Et le deck Iden, j'adorais le deck, c'était génial. Sauf que il avait du mal à perfer dans le sens où, comme je l'ai dit tout à l'heure, mettre au tapis, qui était une carte bleue qui est présente dans tous les decks bleus, ça l'a tué instantanément puisqu'elle a le shield, mais elle a que 4 PV. C'était sympa, ça permettait d'avoir pas mal de sustain, de pouvoir aussi temporiser parce qu'il suffit qu'une unité soit morte pendant la phase pour pouvoir l'incliner et regagner un point de vie. Donc c'était sympa. Mais il manquait ce côté punch, les parties étaient très longues, et c'est vrai que le personnage qui va arriver juste après, je me suis très vite penché sur un autre personnage qui me semble que j'avais présenté aussi avec Otal, si je dis pas de bêtises, qui avait beaucoup plus de punch, qui mettait beaucoup plus de dégâts, qu'on pouvait pas gérer aussi facilement que l'Aiden. Mais voilà, l'Aiden c'était vraiment un personnage coup de cœur que j'adorais. D'ailleurs, un personnage que vous avez pu jouer dans Battlefront 2, Battlefront 3, je sais plus lequel. Dans Battlefront 2, sur la Play 3, Play 4 qui était sorti. Ouais, c'est ça. C'est celui de 2015, je crois, si ma mémoire est bonne. J'étais très étonné d'ailleurs qu'ils rajoutent des personnages de ce jeu-là. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu dernièrement notre petite vidéo de reveal de cartes du 7-4, il y a de petits liens justement avec ce jeu-là. Je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas encore vu.
Quoi qu'il en soit, pour ceux qui n'ont pas connu ce deck, c'était un deck ultra hard control, c'était un deck briseur d'amitié, parce que ultra chiant à affronter, vraiment chiant. Et justement, comme tu le disais, il a en fin de saison été remplacé par un deck très similaire, mais joué avec plutôt un autre leader qui était Dark Vador. Ouais, exactement. Vador bleu. On a eu la discussion il n'y a pas longtemps avec Sabak justement. Moi, dans ma région, on voyait énormément de Dark Vador bleu et lui avait tendance à me dire qu'il voyait plutôt des Dark Vador verts de son côté. Donc j'étais assez étonné, assez surpris parce que je voyais pas tant de Dark Vador ECL en Belgique. Il y en a. Oui, sur la région parisienne, tu as raison. Ouais. Non, apparemment, il y en avait beaucoup du côté. Sur la région parisienne, on en voyait pas mal quand on regardait sur les groupes. C'est un deck qui est plus mid-range, qui va mettre pas mal de dégâts, qui va essayer de prendre l'avantage sur le board. C'est vrai que nous, dans le sud de la France, par contre, on voyait plus de Dark Vador bleu. Alors moi, c'est mon deck main que je jouais énormément, que j'ai continué à jouer sur le set 2 parce que j'adorais le deck tout simplement. Mais c'est vrai que souvent, on va voir, moi je vois sur la région montpelliéraine, vu que je jouais pas mal le deck, les gens sont plus adaptés à ce deck, par exemple, qu'à des decks Dark Vador vert. On en a eu, mais c'est vrai qu'on a eu plus de decks contrôle. Alors si je devais faire un parallèle, c'est vrai qu'il y a eu plus de personnes qui ont joué le Dark Vador ECL que de decks qui ont joué le Dark Vador bleu, puisque le Dark Vador bleu, il n'y a que moi qui le joue, en tout cas sur notre pool de joueurs, où on était environ une vingtaine à tourner, mais la méta était plus sur du contrôle, il y avait beaucoup de Palpatine, beaucoup de Vador, etc. Mais les Vador verts, voilà, on en a vu 2 ou 3, mais ils ne sont pas restés le plus. C'est pas ceux qui en a vu le plus. Et du coup, par rapport à Eden Versio, tu préférais Dark Vador parce que il avait un plus gros body, parce qu'il nettoyait mieux le terrain, je suppose, quand il sortait. De 1, il se fait il se fait pas gérer par mettre au tapis, parce que vous déployez Eden Versio, voilà, c'est fini, mettre au tapis, et puis regagner un point de vie tout le temps, c'est rigolo, mais c'est pas assez impactant. Ouais. Alors que Vador, déjà, son pouvoir, quand il est leader, est un petit peu plus fun, c'est un petit peu plus, comment dire, ça va chercher un petit peu plus à pinailler l'adversaire, à chercher certaines unités, à pouvoir entamer la base. Et surtout que quand il arrive sur le board, la présence, elle est énorme. C'est très dur à aller chercher avec un contrôle, puisque c'est quand même une 5-8. Et puis lorsqu'elle attaque, elle peut mettre des gros dégâts à la base, mais également aller chercher une unité ou alors faire un double trade sur des unités. Et je trouve que son arrivée sur le board est 1000 fois plus impactante, décidément, que le Eden. Et donc j'étais plus à mon aise parce que Eden, c'est des parties qui sont longues et on allait difficilement à la meule, mais c'est des parties où on allait souvent épuiser l'adversaire, il avait plus de ressources. Là où Vador, on pouvait terminer la partie en mettant les points de vie de la base à 0. Yep, ouais, tout à fait. Ensuite, la Leia rouge, donc c'était un deck hyper agressif pour le coup, très 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 proche du deck Sabine. La grosse différence, c'est qu'il n'y avait pas ECL forcément, la base à 25 points de vie qui permet de faire une embuscade avec une unité à un coût de 6 ou moins. C'était pas trop gênant lors de la saison 1, mais par contre, l'écart entre Sabine et Leia s'est vraiment creusé à partir du set 2 quand des unités comme Wrecker ou Podamron sont arrivées et ont rendu Leia complètement inutilisable en fait. Aujourd'hui on la voit plus du tout, mais malgré tout dans le set 1 c'était un leader extrêmement agressif qui pouvait vraiment finir très très rapidement une partie, tout comme Sabine. Peut-être un peu moins rapide parce qu'elle sort à 5 et pas à 4. Mais c'était une des seules raisons qui faisait qu'elle était moins rapide. Et moins rapide aussi parce que là où Sabine va pouvoir utiliser une action ou aller grappiller quelles que soient les unités que vous avez sur le board, Leia, elle trigger qu'avec les unités rebelles. Donc si l'unité que vous avez sur votre board n'est pas rebelle, son pouvoir sert un peu à rien. Yep, c'est vrai, ouais, tout à fait. Du coup, c'est un leader qui était assez fort dans le set 1, mais qui va vraiment disparaître. Vous allez le voir dans la suite de la rétrospective. On n'en a plus jamais entendu parler après. Je pense que le set 4 pourrait la réhabiliter parce qu'il y a quand même beaucoup de nouvelles unités rebelles. À voir. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas si elle va ressortir ou pas. Mais c'est dur de se projeter. Ouais. Peut-être dans d'autres couleurs, parce qu'on l'a toujours vu jouer en rouge. Peut-être que d'autres couleurs vont émerger avec les nouvelles unités rebelles. On verra bien. Et on en arrive au top 3 justement de ce set 1 avec en 3ème position le directeur Krennic ECL. C'est un leader aussi que tu avais joué, si je ne me trompe pas. Alors c'est un joueur que je joue actuellement sur le set 3. D'accord, ok. Donc tu l'as pas découvert au set 1 toi? Je l'ai découvert parce que Flo, pour ceux qui me connaissent, savent que donc j'avais une chaîne avec mon meilleur ami, que j'ai toujours, mais c'est vrai que je fais surtout avec les cartes sur table. Et donc Florent l'a beaucoup joué. Justement, c'était souvent son Krennic contre mon Vador Control.
Donc c'était des decks un peu contrôle qui se contraient. Florent jouait une version des fois un petit peu différente parce qu'il joue un peu à contre-courant de la méta. Là moi je le joue actuellement parce que c'est un deck qui contre plutôt bien la méta je trouve, puisque c'est une méta où on va avoir beaucoup de ping, beaucoup d'unités qui vont mettre quelques dégâts par-ci par-là, et donc notre Krennic, nos unités vont avoir tendance à grossir en puissance d'attaque. Donc non, c'est pas un deck que moi j'ai joué sur le 7-1, mais la mécanique sur le 7-3 reste sensiblement la même. On avait des unités avec grit, donc grit, j'ai pas le terme en français, mais c'est ce qui fait que vous gagnez X points d'attaque, aplomb, vous gagnez X points d'attaque par rapport aux points de dégâts que vous avez dessus. Vous allez avoir des unités donc qui vont avoir comme Ruk, donc l'assassin de Throne, qui permet d'aller se suicider dans une grosse unité non leader et de pouvoir la down. Donc c'est sensiblement la même idée, et c'est un deck contrôle mid-range. Je crois que c'est à peu près ça qu'était en 7-1 si ma mémoire est bonne. Et ça arrivait très tard si ma mémoire est bonne. Il me semble que Krennic n'était pas joué en début de la saison des showdowns. C'est plutôt en fin de saison que c'est arrivé et qu'il a commencé à perfer et à gagner pas mal de showdowns à l'époque. C'est ce qui me semble. Juste une petite question, tu le joues toujours avec ECL aujourd'hui ? Oui, j'ai toujours ECL parce que justement tu as ce côté qui est cool, mais justement ce qui est l'intérêt de jouer ECL, vous avez aussi intervention importune, vous savez, la carte permet de faire embuscade depuis la contrebande. Justement ECL il est intéressant parce que si on les a pas, on a quand même cette embuscade qui est d'office accordée dans la partie, puis votre adversaire en général il sait que ça existe, mais il va souvent focaliser sur ECL, et une fois que ECL est passé, il dit je peux me déployer. Alors il a raison de le faire parce que si vous n'avez pas intervention opportune, ce serait gâcher ces unités que de pas le faire. Mais il a tendance un petit peu à oublier l'intervention opportune qui est plutôt intéressante. Mais oui, avec ECL, c'est quand même. Vous avez 5 PV de moins, mais c'est pas gravissime étant donné que c'est quand même un deck contrôle. Normalement, si la sortie n'est pas catastrophique, vous êtes censé quand même gérer les unités adverses avant qu'elles vous fassent un maximum de dégâts. Ouais, surtout que le leader a récupération 2, donc ça peut compenser ces 5 dégâts ces 5 points de vie qui te manqueraient. Ensuite, deuxième position, on a Sabine ECL justement. Forcément. On en a parlé, c'était le deck agressivité par excellence. C'est toujours aujourd'hui le deck agressivité par excellence, on en reparlera, mais je pense que vous le savez, elle est présente depuis le 7-1, elle a été toujours présente au 7-2, toujours présente au 7-3. C'est un leader qui n'a jamais vraiment topé au point d'être le meilleur leader de chaque set, mais à chaque fois c'était pas loin. À chaque fois c'était vraiment pas loin, mais on aura l'occasion d'en reparler pour les autres sets. En tout cas là j'estime qu'elle peut être facilement mise en deuxième position du 7-1. Elle était juste vraiment contrée par le leader numéro 1 en fait. Je sais pas si tu veux donner... Non, je sais juste qu'au début on avait présenté le deck, elle était jouée en jaune à la sortie du jeu. Pendant les 2 premiers mois elle était jouée en jaune. Mais c'est vrai que très rapidement la puissance de CL, la puissance de la carte n'a fait, comment dire, ça a fait peu de débats, donc elle va directement passer sur le vert qui était tout aussi efficace, voire plus. Grâce à K2SO, grâce à Bataillon Inébranlable qui permettait de faire des embuscades avec du débordement, enfin c'était vraiment super fort. Et justement, elle était parfaitement contrée par le leader number 1. Je pense que vous vous en souvenez, le Boba Fett du 7-1. Une 4-7 pour 5 seulement. On est tous d'accord pour dire que c'est des statistiques beaucoup trop craquées pour un leader qui sort à 5. Qui avait en plus la capacité de redresser vos ressources. Autant quand il est en position leader que quand il est déployé sur le terrain, où là il en redresse 2 au lieu d'une. Enfin, c'est super fort, ça vous permet de jouer plus de cartes par tour. Et au début du set, il était majoritairement joué en vert avec ECL, pour ensuite arriver en version double jaune sur la fin du set, sur la fin des saisons des showdowns, où là il a commencé à gagner absolument tout et à être un contre parfait à toutes les Sabines justement, qui se faisaient contrôler beaucoup trop facilement avec des bounce, avec des inclinaisons et autres. Et c'était vraiment, je m'en souviens parce que Sabine c'est le leader que j'ai vraiment joué le plus au 7-1. C'était impossible de gagner contre un Boba double jaune, quoi. C'était pas possible. À la fois il tapait super vite la base, mais en même temps il arrivait à me bloquer constamment. Enfin c'était un enfer, et finalement il dominait toute la méta, quoi. Aucun deck ne pouvait lui rivaliser vraiment. Ouais, c'est vrai que je suis simplement d'accord avec toi. J'aime bien quand il y a des decks qui dominent parce que ça permet d'aller challenger et de montrer qu'il n'y a pas tout qui permet de tout gagner. Il y a quand même des decks qui peuvent aller challenger, mais c'est vrai que Boba, c'était très compliqué. Quand il se déploie au tour 5, le seul moyen que vous avez de le tuer, c'est avec un pouvoir du côté obscur, ou alors d'avoir
une présence sur le board qui est extrêmement importante, qui permet d'aller le gérer de suite, mais même avec 7 points de vie, ça veut dire qu'il faut aller empaler 2 créatures dedans, ce qui implique aussi que votre adversaire n'a rien d'autre. Ouais. Le personnage était bien trop fort. Je suis pas forcément fan des bannissements, etc. Alors j'anticipe un peu sur ce qui va venir après, et c'est vrai que là, la présence de Boba, quand il a commencé à être bien joué avec le deck qui perfait un peu partout, bah il faut être assez honnête en disant que c'était très compliqué de le gérer. Moi, j'arrivais à le gérer en jouant mon deck, justement, mon Vador Ultra Control, qui était vraiment toutes les cartes contrôle. Dans les 2 stores que j'ai fait, je perds jamais contre les Boba, que ce soit vert ou que ce soit jaune. Alors peut-être qu'ils étaient, sans vouloir en manquer de respect à mes adversaires, que je salue au passage s'ils voient cette vidéo et qu'ils se reconnaissent, ils étaient peut-être pas joués de la manière la plus optimale possible, mais mon deck était taillé pour manger du Boba, hein, clairement, disons les choses. Mais du coup, à contrario, la Sabine, les Sabines ECL ou les Sabines double rouge, là j'avais du mal parce que ça allait beaucoup trop vite par rapport à mes contrôles. Et du coup, j'ai fait un sacrifice en gros en me disant je vais gérer les Boba, mais derrière je savais que les Sabines me dégommaient, quoi. Mais finalement, il y avait tellement peu de joueurs qui jouaient Hard Control que Boba avait un boulevard devant lui. Ouais, non, mais je suis d'accord. Oui, il n'y a personne qui jouait aussi, comment dire, pas cancer, le terme est peut-être un peu fort, mais qui jouait comme moi. Oh, si, je pense que c'est un bon terme. Ensuite, on va passer à la méta du set 2. Alors ça va s'accélérer un peu parce qu'il y a certains leaders qui vont revenir, comme vous allez le voir. Tout d'abord avec l'empereur Palpatine, justement, on en parlait tout à l'heure, hein, donc en double vert, mais qui a petit à petit été remplacé par une version un peu plus hard control avec la version bleue. Ouais, tout à fait. Qui se rapprochait un petit peu sur certaines mécaniques justement de la Eden rouge et du Dark Vador bleu, tout en profitant justement de la rampe du commandement infamie qu'offrait Palpatine plus le vol d'unité. Donc c'est devenu, je pense, un des meilleurs decks hard control de cette saison-là. L'avantage qu'il avait, c'était que par rapport au Eden et au Vador, tu t'enlèves, en jouant bleu-rouge, tu t'enlèves la possibilité de jouer le Vador pour 7. Donc il y a l'embuscade qui est une des meilleures cartes unité, puisque vous avez une embuscade qui va quasiment tout chercher, qui fait venir en plus de ça des unités, une ou des unités infamie pour un coût total de 3. Donc c'était une des meilleures cartes, et on s'enlève cette possibilité, là où avec Palpatine on a tout le côté contrôle du bleu, et à la fois tout le côté, comme tu l'as très justement dit, du rampe vert, mais surtout qui nous ouvre la porte à ce Vador qui a quand même, on va pas se mentir, un côté extrêmement impactant lors de son arrivée au tour 7. Parce que là où c'est dur, c'est que il faut aller gérer au tour 7. On sait qu'on va se manger le Vador plus l'unité qui vient, et au tour 8 on se prend le Palpatine. Ça fait beaucoup quand même sur un deck. Ouais, c'est ça. Et plus, tu parles du Vador, mais il y a son acolyte Maul aussi qui est apparu. Oui, exactement. Qui est aussi pour un coup de cette ressource et une unité embuscade qui frappe extrêmement fort. Alors, elle n'a pas l'avantage de faire venir une autre unité avec elle, mais par contre, mais elle a Overwhelming 7, quoi. Et en plus débordement, donc très fort. Et puis qui est plus de budget aussi, qui coûtait 10 fois moins cher que le Vador, voire 20 fois. Ensuite, on a eu le petit Cad Bane Tarkin Town qui est arrivé. De mémoire, il est vraiment arrivé en toute fin de saison. Alors certaines personnes ont essayé de le jouer plus tôt, mais ça n'a jamais vraiment performé. Jusqu'à la fin de saison, on a certains decks qui ont performé en Store Showdown, et je pense lors de la saison 0 des Planetary, je crois. Il n'y a pas eu beaucoup de Planetary à la fin du set 2, mais il me semble qu'il y avait certains Cad Bane Tarkin Town qui... Ouais, il y en a eu. Après, Cad Bane, il a été un peu joué, nous en tout cas dans le sud. Je vois de la sud de la France. Je vais parler plutôt de Montpellier, du côté est, parce qu'à Toulouse, j'y jouais pas encore à ce moment-là. Mais il a été pas mal joué, sauf qu'il y a eu en même temps l'arrivée du TIE Phantom, vous savez, qui permet de mettre un dégât, qui peut pas être endommagé par les dégâts. Donc il y a eu beaucoup de decks. Tous les decks qui jouaient jaune infamie le jouaient, et donc c'est bête, mais il était un peu contré par cette carte. Exactement. Mais en effet, après, il est arrivé sur la fin de set, parce que au début, le TIE Phantom, tout le monde se disait mais c'est trop fort, on peut pas le gérer. Et quand les gens ont compris comment gérer le TIE Phantom plutôt facilement, et qu'il y a eu un peu plus d'unités spatiales qui sont arrivées dans les decks, parce que je rappelle quand même qu'en 7-1, 7-2, il y avait très peu d'unités spatiales qui étaient jouées. On en a vu un peu plus lors de l'apparition du 7-2, et donc à partir du moment où les TIE Phantom ont commencé à être plus facilement gérés, c'est vrai que le Cad Bane est revenu un peu plus facilement sur le devant de la scène. Et c'est la première fois qu'on voit Tarkin Town aussi dans cette liste, sachant que Tarkin Town aujourd'hui, pendant la période justement des PQ du 7-3, c'est une des bases les plus utilisées.
Mais avant c'était pas tellement le cas, c'était vraiment ECL qui était le roi et Tarkington Town était un peu boudé, mais Cad Bane a su justement profiter de son effet de ping pour tirer parti de Tarkington Town, et plein d'autres leaders ont emboîté le pas à partir du 7-3, mais on va y venir justement. Ensuite, troisième leader de ce 7-2, c'est le Grand Moff Tarkin. Alors c'est un leader qui est sorti lors du 7-1 mais qui était très peu joué lors du 7-1, à part dans des formats un peu plus casus où il était pas mal mais il n'a jamais vraiment topé. Mais par contre là on l'a vu venir en force, notamment en jaune, avec deux cartes en particulier. Le TIE Phantom Rodent dont tu viens de parler, qui est une unité impériale, donc il pouvait bénéficier justement des tokens expérience de Tarkin, mais aussi avec Assaut Triple Ténèbres, une carte super forte, super agressive, notamment dans l'espace, je pense que vous la connaissez, qui vous permet d'aller justement chercher sur le dessus de votre deck une unité véhicule. C'était majoritairement du coup des vaisseaux spatiaux, et vous pouviez les jouer directement redressés sur votre board. Et donc c'était super fort pour faire une version très agressive de Tarkin justement, qui a pas mal performé. Et on a eu aussi une version bleue qui jouait un peu plus avec des unités un peu plus tardives comme l'Avenger ou des choses comme ça. Je pense que la version jaune était un peu plus jouée. Ouais. J'en ai pas vu énormément en tournoi, mais je sais que ça a remporté certains Store Showdown, ce genre de deck, qui avait un vrai potentiel, en tout cas qui a un peu été perdu en 7-3 malheureusement, parce qu'il n'a pas été renforcé en 7-3 tout simplement. Il n'y a pas vraiment eu de cartes impériales impactantes qui sont arrivées. Mais en tout cas c'est un leader qui avait pas mal de potentiel, et je pense qu'il peut être renforcé par le 7-4 justement, qui joue pas mal de nouvelles unités impériales. Ouais, je suis d'accord. Ensuite on a Kira ECL, qui est si je dis pas de bêtises, un deck qui est très très similaire au Krennic ECL qu'on pouvait avoir c'est ça, exactement. À quelques différences près. Est-ce que tu l'avais joué la Kira toi? Moi justement, ouais, on l'a présenté, je crois que c'est le premier deck qu'on a présenté sur le 7-2, on l'avait présenté si je ne me trompe pas avec Otal. C'est un deck que j'ai beaucoup aimé parce qu'encore une fois pas mal de contrôle. Là on était sur un contrôle plus mid-range que le Vador et le Eden, mais du coup j'ai bien aimé parce que comme tu l'as dit, c'est justement, je vois là le deck que je joue de Krennic en ce moment et le Kira que j'ai pu jouer, c'est sensiblement les mêmes cartes, donc avec Grit, donc tu l'as dit tout à l'heure le terme, je suis désolé. Avec Aplomb, donc merci, on va jouer pas mal avec Aplomb. Donc c'est un deck qui est plutôt cool puisqu'en plus c'est dur de jouer contre le Kira puisqu'il va falloir anticiper le fait qu'il y ait les boucliers, il va falloir anticiper la venue de Kira, c'était relativement dur. Le ciel qui peut être joué sur pas mal d'unités. J'aime beaucoup le deck, il avait pas mal, c'était un peu un deck toolbox, c'est-à-dire que vous pouviez faire du contrôle, vous pouviez jouer vos unités, jouer la contrôle de board, vous pouviez faire plein de choses à la fois et c'est très intéressant. Et c'est notamment ce genre de deck qui sont extrêmement plaisant à jouer, puisqu'au début vous allez faire les 3 premières parties, vous allez faire des parties horribles parce que ah non, ça j'aurais dû le jouer comme ça, ok ça fonctionne comme ça, j'aurais dû faire ça avant, et plus vous allez jouer et plus vous allez avoir votre courbe de progression qui va émerger, ça va être fou, et il est ultra plaisant parce qu'une fois que vous avez fait 20, 30, 40 parties avec, ben là vous vous dites putain mais c'est super plaisant à jouer. Pour l'adversaire c'est très compliqué, alors je sais que pour les adversaires c'est très pénible de jouer contre un deck Kira, mais vraiment je vous invite à le jouer juste pour vous rendre compte du bonheur que c'est à jouer, parce que c'est vraiment un deck qui est très atypique, un leader qui pour le coup n'a pas d'équivalent dans le jeu. Enfin, j'ai pas de. Quand je pense à Kira, je pense à aucun autre leader qui se joue de la même manière. En effet, le deck Krennic va se rapprocher du deck Kira, mais c'est pas du tout la même manière d'utiliser le leader en tout cas. En fait, son effet, c'est quasiment... le leader, quand il se déploie, c'est quasiment comme jouer une carte événement. En fait, ça va permettre de faire des dégâts à plein d'unités en même temps. Et je crois que c'est ça le plus difficile quand tu débutes à Kira, c'est de savoir quand déployer ton leader. Et pas le déployer juste pour le déployer, en fait. Exactement, oui. En général, vous déployez rarement les Kira comme les autres. C'est-à-dire que les autres, dès que vous pouvez les déployer, vous les déployez parce que vous avez cet impact Kira, on va vraiment atteindre le bon moment, puisque pour ceux qui savent pas, en fait, vous allez soigner toutes les unités sur le board et vous allez infliger les unités... la moitié des PV d'une unité a rendu au supérieur, si je ne m'abuse. Alors je dis d'une unité, mais c'est toutes les unités. Mais c'est ça. À l'inférieur, pardon. Donc en gros, ça va permettre de gérer les unités adverses, en tout cas de les entamer, tout en renforçant les votes, parce que vous allez jouer souvent des unités qui ont aplomb, qui se renforcent du moment qu'elles sont blessées. Ensuite, on en vient au Han Solo double jaune, et on aura l'occasion d'en reparler beaucoup plus en détail après les amis, mais en tout cas sachez que les prémices d'Han Solo double jaune c'était en fin de saison 2. Alors je pense que c'était pas un deck qui était extrêmement joué pour une simple et bonne raison, c'est que Boba double jaune était globalement meilleur, et surtout peut-être pas meilleur mais en tout cas beaucoup plus facile à jouer.
et donc la majorité Oui, des je suis gens d'accord. allaient jouer le Boba double jaune plutôt que le Han Solo double jaune. Mais en tout cas, c'est les prémices de ce deck qui n'a pas tellement changé justement depuis le set 2, mais qui est aujourd'hui extrêmement joué, extrêmement compétitif. C'est un des meilleurs decks de la méta pour le moment. Et on a commencé à le voir justement apparaître en fin de saison. Oui, je suis d'accord. J'ai rien à ajouter. T'as tout dit. Ensuite, on a le Bosque. Alors, dans 2 couleurs différentes, pour 2 decks complètement différents au final. On a le Bosque bleu qui est devenu vraiment le deck pure hard control qui va jouer la meule, qui va jouer énormément sur le soin également. Deck très embêtant à affronter, je trouve. Parce que c'est des parties qui vont être longues, il va pouvoir justement profiter de son effet sur des primes de soins pour parfois en un seul tour se soigner de 15 voire parfois même 20 dégâts s'il arrive à additionner des primes autant avec le client qu'avec comment elle s'appelle, c'est pas tête mise à prix. Ça lui permet de se soigner de 4 à 6 PV si c'est une unité unique. Ah oui, c'est je ne sais plus comment elle s'appelle, mais en tout cas, le tour de déploiement de Bosque, des fois, tu pouvais avoir 15 dégâts sur ta base, d'un coup, il allait complètement les effacer juste au moment où il se déploie, tellement il arrive à se soigner. Quoi. Alors celui-ci, je ne l'ai pas joué. Pour une fois, c'est un deck control que je n'ai pas joué. Ah, t'as pas testé ? Ok. Non, j'ai joué contre le vert, mais j'ai jamais joué. Je l'ai vu en PQ, sur les PQ que j'ai arbitré. J'en ai vu du Bosque bleu. D'ailleurs, j'ai vu un tour, alors pas 15 dégâts, mais j'ai vu 12 ou 13 dégâts soignés de mémoire. Ah ouais, mais j'ai jamais joué. C'est énorme. Et ça peut vraiment aller plus loin s'il arrive à combiner les primes justement. Enfin bref, vraiment deck très 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 fort qui est encore joué aujourd'hui d'ailleurs, le Bosque bleu. Et il y a également le Bosque vert qui a remplacé le Dark Vador vert en fait. On peut quasiment dire ça parce que c'est des decks très similaires. Hormis que Bosque va jouer sur certaines primes évidemment. Mais à part les primes, le reste du deck est très 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 similaire à ce que Dark Vador vert pouvait jouer justement. Donc en comptant sur sa rampe, en comptant sur des très grosses unités de fin de partie comme du Vador, du Maul, du Marcheur en renfort, du Devastator, même du Dragon Crate qui est apparu ici justement. Ah oui, grosse carte qui a changé pas mal de choses. Ouais, c'est ça. Donc voilà, globalement un remplaçant de Dark Vador vert. Et on en vient au top 3 avec tout d'abord, alors en 3ème position, vous allez voir, c'est un peu particulier, on a mis 2 decks qui sont la Ray Tarkin Town ou Ray Rouge. Alors je dis Ray Rouge parce que personnellement j'ai beaucoup joué Ray au set 2 et je préférais la base à 30 points de vie plutôt que Tarkin Town, mais je sais que beaucoup de gens jouaient plutôt avec Tarkin Town. Et le Han Solo du set 2 en bleu. Alors pourquoi on les a mis ensemble ? C'est parce que hormis les leaders qui sont très différents en termes de mécanique, le deck en lui-même est quasiment identique. Et la façon de jouer le deck est quasiment identique à 2-3 cartes près. Je pense notamment au Chewbacca du set 2 qui était pas mal joué avec le Han Solo, mais pas tellement avec Rey. Mais à part ça, c'était globalement des decks orientés sur les unités force, comme Yoda, comme Luke, comme Obi-Wan, et sur la défausse, avec du pillage, du force throw, des choses comme ça. Et les 2 decks se jouaient globalement de la même manière. Il n'y en a pas vraiment un, à mon sens, qui est meilleur que l'autre. Mais quoi qu'il en soit, les 2 arrivaient à se classer très 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 bien dans les Star Showdown et dans les Planetary en toute fin de saison, justement. Deck personnellement j'adore, vraiment c'est un de mes decks préférés, surtout le Rey justement. Je sais pas si t'as l'occasion de les jouer toi. Le Han Solo, je l'ai vu jouer, mais c'est vrai que ma petite préférence va quand même à Rey. Rey, je l'ai joué. Je trouve ça un peu plus stable, un peu plus costaud. Là où le Han Solo, il va chercher quand même à s'accélérer légèrement. Ouais. Mais bon, tu l'as dit, c'est vrai que de manière générale, à 90-95%, les cartes étaient identiques. Moi, oui, je préfère le Rey. Et comme toi, sur le Rey, je suis pas forcément fan du Tarkin Town. Parce que le Tarkin Town, il est bien dans un deck qui va pouvoir aller ping très facilement. Exactement, ouais. Bon, sur le Rey, j'aime bien mettre mes petits Quill, j'aime bien jouer mes Yoda, etc. Alors le Rey, je l'ai beaucoup joué en double bleu. Enfin, beaucoup joué. Je l'ai pas mal joué en double bleu, mais c'est vrai qu'en rouge, tu vas t'ouvrir certaines portes. C'est vrai que le late game, quand t'arrives avec tes pots d'Ameron, quand t'arrives avec tes Dragon Crate, en face, l'adversaire, il tire un peu la tête, quoi. Exactement, mais ce qui a fait que je l'ai beaucoup joué en double bleu, c'est que c'est bête, mais c'est purement financier. C'est que j'ai pas eu beaucoup de chance sur mes tirages. J'ai pas eu les pots, j'ai pas eu de breaker, et les breakers étaient chers. Et j'avais 1 ou 2 Dragon Crate, donc je l'ai plus joué en double bleu, et au final, c'était sympa. Alors, légèrement moins fort quand j'ai eu les cartes, c'est vrai qu'en Rey rouge c'était légèrement plus fort, enfin légèrement, sensiblement plus fort, mais non, c'est vrai que c'est un bon deck, c'était un bon deck, et ça reste un deck qui a été beaucoup moins représenté au 7-3, mais qu'on a vu par-ci par-là de temps en autre. En fait, il a été beaucoup moins représenté au 7-3 parce qu'il a été tout simplement remplacé par un autre leader
mais pour un deck quasiment équivalent. Je vais spoiler, mais on en parlera, c'est le Anakin bleu en fait. Ouais, tout à fait. Personnellement, j'ai joué quand même pas mal l'Anakin bleu au 7-3, et mon deck était quasiment à 2-3 nouvelles cartes près, identique à ce que je jouais avec Rey, mais avec un leader qui était malheureusement supérieur à Rey, et je trouve qu'il l'a un peu effacé parce que sa capacité permettait plus facilement de nettoyer le terrain de l'adversaire, voire de jouer agressif si on avait besoin. Enfin voilà, c'est deux leaders très différents, mais les decks étaient très similaires en soi. C'est que Rey, elle a ce problème, elle a un petit peu ce syndrome comme ont Tarkin, comme ont Luke. Ouais. C'est tous les leaders qui vont avoir tendance à améliorer vos personnages, vos unités, il va en avoir ce truc de face à un deck contrôle, en fait ils sont complètement counter, puisqu'en fait vous allez mettre tous vos œufs dans le même panier, donc vous allez jouer votre unité, mettre une amélioration ou autre, le booster avec Rey, avec Luke ou avec Tarkin. Derrière, vous prenez un contrôle en une seule action. Votre adversaire, il gère 2-3 actions de votre part. Ouais. Et voilà. Alors, c'est sûr que s'il n'a pas le contrôle, ou si on est sur des decks aggro ou mid-range, c'est royal au bar parce que vous allez avoir des unités qui vont être surboostées en bouclier, en token d'expérience ou autre. Donc, c'est génial. Mais si vous rencontrez du deck contrôle, c'est horrible parce que on a l'impression, on joue, on fait plein de trucs, mais malgré ça, notre adversaire, il a une carte à jouer et c'est fini. C'est un peu dommage. Ou même les cartes simplement jaunes, les bounce comme les guet-apens ou autres, tu renvoies en main, tous les jetons d'expérience que tu as pu mettre sur ton unité, ça disparaît instantanément. Ouais, c'est sûr. Ouais. Bon, voilà. Deuxième position, on ne change pas, une équipe qui gagne. Quelle surprise. CL qui est toujours là, qui n'arrive toujours pas à être top 1, mais par contre qui reste très 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 forte en talonnant justement la première position qui ne va pas tellement vous surprendre non plus, je pense. Par contre, ce qu'on peut dire sur Sabine ECL du set 2, c'est qu'elle a été extrêmement renforcée par 2 cartes, même par 3 cartes, même par 4 cartes. Je pense à 4 cartes, pardon. Je pense à Poe Dameron, à Wrecker qui bénéficiait justement de l'effet de ECL pour un effet complètement dévastateur. De Timely Intervention qui permettait justement de faire le même effet que celle mais avec un événement que vous pouvez jouer depuis vos ressources, et le Dark Saber qu'on joue sur Sabine pour la renforcer et la rendre extrêmement puissante. Donc Sabine a été hyper renforcée avec ce set 2 justement, mais malgré tout ça lui a pas permis de prendre la première place. Je sais pas si tu veux ajouter un petit truc sur Sabine avant de passer à la première place, même si personne... Il n'y a pas grand chose à ajouter. Je pense que personne ne sera surpris, c'est toujours ce Boba Fett, justement, qui restait quand même meilleur. Alors, il était surtout joué donc, en double jaune lors du set 2, on en a parlé, mais fin du set 1, le double jaune a vraiment émergé et est devenu clairement le deck leader de la méta. Il a eu son armure de Boba Fett qui a été exactement, ouais, c'est monstrueuse, ça. Donc l'armure de Boba Fett, pour ceux qui ne connaissent pas cette carte, c'est une amélioration que vous mettez sur une unité, idéalement sur Boba Fett, soit le leader, soit l'unité Boba Fett. Et à chaque fois que l'unité en question était censée se prendre des dégâts, je pense qu'on réduisait, je ne sais plus si c'est de 1 ou 2 les dégâts. On réduit de 2 toutes les sources de dommages. C'est ça. Donc en plus, c'est même pas les combats, c'est pas qu'un combat. Mais tant que vous mettez un événement, ouvrir le feu, vous mettez 4 dégâts, ça met que 2. C'est vraiment toutes les sources de dégâts sont réduites de 2. Ouais. C'est monstrueux. Et donc ça rendait le leader super fort, super résistant. Il était déjà dur à faire tomber, là c'était bien pire. Donc, mais sachant qu'il y avait des bonnes stats en plus, ça donnait plus 2. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça, plus 2. Donc c'est le double jaune qui vraiment était dominant. Mais par contre, les gens, il y a d'autres choses à dire malgré tout sur les autres couleurs, c'est que les gens ont commencé à le jouer en d'autres couleurs. Le vert, on en avait parlé avec ECL. Alors le ECL a été remplacé plutôt par des bases à 30 points de vie sur la saison 2, certainement justement pour faire face un peu plus facilement aux Sabine qui allait être un peu trop agressive. Mais il y a également d'autres couleurs qui ont émergé avec des Boba bleus qui étaient très orientés contrôle. Justement, et en toute fin de set, il y a un Boba rouge qui a émergé de nulle part et les gens ont commencé à pas mal le jouer, qui, je pense à peu de choses près, représente un peu le Django Tarkin Town qu'on peut avoir aujourd'hui, donc avec un deck très agressif sur le spatial, justement. Ouais, qui jouait très spatial, ouais. Exactement, ouais. Donc très aggro, alors qu'il ne va pas bénéficier évidemment de l'inclinaison offerte par Django Fett, mais malgré tout un deck qui tournait assez bien en termes d'agressivité. Mais quelque chose a chamboulé complètement la méta le 6 novembre 2024 avec la suspension de Boba. Alors on s'y attendait un petit peu, on l'espérait, en tout cas on va dire, parce que franchement les gars, vous auriez vu les top 8 des Planetary de la fin du saison 2, on avait facilement minimum sur les top 8, 5 Boba à chaque top 8.
surtout du jaune, mais on avait aussi d'autres couleurs, donc c'était complètement exagéré. Boba dominait complètement la méta. Et donc, je pense qu'à force, les développeurs ont entendu la demande des joueurs de justement suspendre ce Boba. Alors, ils ont employé le mot suspendu, ce qui signifie peut-être qu'il pourrait revenir, même si j'y crois pas trop. Sachant qu'il disparaîtra d'ici 1 an. Exactement. Avec la rotation. Donc, je pense pas qu'il reviendra. Alors, sachez si vous voulez le jouer qu'il est toujours disponible en Twin Suns. Ça, il n'a pas été banni du Twin Suns. Mais voilà, je pense que ça a fait du bien à la méta parce que la méta était devenue beaucoup trop centrée sur Boba, avec quelques Sabine et quelques Rey ou Wan qui sortaient du lot, mais sinon c'était du Boba. Je sais que les gens râlent en disant oui, j'ai vu pas mal passer sur les groupes, que ce soit internationaux ou français, qu'il faut bannir la Sabine, il faut bannir le Han. En fait, dès qu'il y a un perso qui perf trop, on veut le bannir. Mais Sabine, il faut bien prendre en compte que si on prend un deck qui est full contre Sabine, alors vous allez me dire mais si j'ai la solution miracle, donne-la nous. Mais s'il y a un deck qui est full contre Sabine, vous pouvez la passer la Sabine. Si vous avez un deck qui est full contre le Han, vous pouvez le passer. Boba, c'est que hyper fait. Il y a un peu ce système de pierre-feuille-ciseau. En gros, c'est tel deck va être fort contre le deck A, mais va se faire battre par le deck C. Et le deck A lui va être fort contre le deck C, mais va se faire battre par le deck B. Boba, en fait, c'était un peu le puits. C'est ce que j'allais dire. Vous le sortiez et vous étiez quasiment sûr que ça allait perf contre tout. Exactement. Donc c'est là où c'était un peu trop fort. Ouais, exactement. Donc ça a vraiment fait du bien à la méta de le suspendre. Bien que le C3 a amené beaucoup de nouveaux leaders qui ont été joués. Donc je ne sais pas s'il aurait été aussi présent sur le C3 si on ne l'avait pas suspendu. J'en sais rien. Je n'ai pas une boule de cristal, mais je pense quand même que ça a fait du bien, franchement, la méta de leur team. Oui, je pense que ça a fait du bien au jeu. Je reste parmi les personnes qui pensent qu'un TCG, il faut le moins possible toucher, bannir des cartes. Ouais. Mais force est de constater que des fois, les game designers pensent à certaines combinaisons, à certaines choses, et il y a des fois où on n'y pense pas, et c'est la communauté qui fait que un deck est fort. Et l'erreur est humaine, et justement je salue parce que c'est pas une décision qui est facile à prendre, mais il faut savoir la prendre, de dire il est trop fort, on a fait une erreur, on le bannit, mais ils l'ont pas banni de suite, ils l'ont pas suspendu de suite, ils le suspendent après coup, donc on a pu le jouer. Pour ceux qui ont investi dedans, qui ont acheté la showcase, je suis désolé, c'est pas moi qui fais les suspensions. Et voilà, il faut savoir prendre ses responsabilités, et je pense qu'en effet ça a fait du bien au jeu. C'est de le faire le moins possible, c'est bien, mais voilà, il y a des moments où c'est nécessaire. Là je pense qu'en effet ça a fait beaucoup de bien au jeu, et ça a permis de voir beaucoup d'autres decks émerger. Ouais, d'ailleurs vous allez le voir, la méta du 7-3 est hyper diversifiée, et ça fait vraiment plaisir. Alors il y a évidemment des decks qui dominent, mais quand vous regardez la diversité des decks présents dans les top 8, ça fait vraiment chaud au cœur, contrairement à les top 8 de Planetary de saison 2 où c'était que du Boba quasiment. Donc on va attaquer ça tout de suite justement avec tout d'abord la petite Hidden double bleu. Cette version là tu ne l'as pas testée, hein, toi je pense Non, pas du tout. Ok, mais c'est un deck qu'on ne voit pas énormément dans la méta actuelle, mais par contre si vous regardez les tops de PQ, il y a plusieurs Hidden double bleu qui sont extrêmement bien classés, et je pense que dans les PQ de cette saison il y a 3 Hidden double bleu qui ont gagné carrément des Planetary. Personnellement j'en ai affronté une justement top 8 de mon PQ à Namur. Ouais, c'est un deck qui tourne très bien, qui est évidemment orienté très très fort sur le contrôle et sur le soin. Mais voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. C'est un deck un peu marginal, mais qui fonctionne très bien entre les mains de bons joueurs en tout cas. Ensuite, on a le Palpatine jaune. On l'avait abordé tout à l'heure. Palpatine a changé régulièrement de couleur, et aujourd'hui c'est vraiment la version jaune qui domine. Je me demande pourquoi d'ailleurs, je ne sais pas exactement. Est-ce que c'est l'apport de l'unité 4B uniquement, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? C'est une bonne question, je t'avoue. Je pense qu'il y a le combo changer d'avis plus effet de Palpatine qui a été découvert un peu sur le tard, j'ai l'impression. Donc changer d'avis, pour ceux qui ne savent pas, ça permet de voler pendant un tour une unité de l'adversaire. Mais avec Palpatine, vous avez la possibilité de détruire une de vos propres unités. Donc il y a beaucoup de joueurs justement de ce leader qui vont utiliser changer d'avis pour vous voler une unité, profiter de son attaque ou autre le temps d'un tour, et puis volontairement la détruire avec Palpatine. Et Palpa jaune, ça a gagné autant de PQ que l'Aiden, 3 PQ.
Ah ouais, bah je suis content que tu regardes ça. Je les ai sous les yeux, pouvoir pas de nous donner souci. les stats Comme ça, je peux. Pas de souci, on se complète. Bah ouais, parfait. Ouais, mais ça fonctionne très très bien comme deck. Personnellement, j'en ai affronté quelques-uns dernièrement dans les gros tournois et à chaque fois, ça m'a posé des énormes difficultés ce deck-là. C'est vraiment infernal comme truc. Mais ça a quasiment effacé le bleu et le double vert aussi. Alors il y a des joueurs, hein, toujours des irréductibles joueurs des anciens pragmatiques qui continuent à le jouer. Je pense à Nicoco d'ailleurs. Et moi je l'ai joué en double vert là, un peu sur le set. Récemment, ok. Et alors ça Ouais, fonctionne alors bien pas parce que j'étais irréductible, mais parce que justement je voulais savoir ce que c'était, parce qu'il y en avait un peu. Je savais qu'il y avait des joueurs qui arrivaient, qui pouvaient potentiellement jouer sur les PQ, et je voulais m'entraîner. Bon, au final j'ai fait arbitre sur le PQ, mais j'aime bien, c'est plaisant. Après voilà, il y a ce truc de, on a très vite beaucoup de ressources. Mais c'est pas mon. Voilà, il n'y avait pas de rouge, il n'y avait pas de bleu, sachant que c'est mes deux couleurs favorites, ça m'a. Ouais, c'était bien, mais voilà, il me manque du bleu, quoi, il me manque du contrôle. Ouais. C'est vrai que si j'ai pas de contrôle, je fais de la tachycardie, quoi. Ensuite, on a la Kira ECL. Bon, on n'a rien de plus à dire que ce qu'on a déjà dit sur le set 2, c'est globalement un deck assez similaire. Il y a juste une petite unité spatiale avec aplomb, je pense, qui a été ajoutée. Je ne sais plus. Oui, la canonnière pour 5 qui est 3-5 ou 2-5, qui a aplomb et qui permet aussi, une fois joué, de mettre KO une unité qui a 2 PV restants au moins. Mais à part ça, je pense qu'il n'y a pas de grande différence avec celle du set 2. Ça reste un deck hyper solide. Non. Ça a gagné 4 PQ pour la petite histoire. Donc ouais, Kira ECL. C'est beaucoup. Ensuite, on a le Anakin bleu, on en a parlé tout à l'heure. C'est vraiment le leader qui a été remplacé, le Han Solo du set 2 et l'arrêt, justement, parce que c'est un leader qui peut à la fois être agressif, c'est un leader qui est parfait également pour faire du contrôle en faisant des attaques à plus 2 de puissance contre des unités de l'adversaire avec n'importe laquelle de vos unités. Donc ouais, c'est vraiment un leader très 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 fort. On a commencé à le voir sur la fin du set apparaître notamment en vert aussi, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont topé en vert. Je sais qu'il y en a un qui a gagné à Lyon, vous a d'ailleurs présenté avec Otal c'est pas moi qui l'ai fait. Ouais, il y en a un en vert qui a gagné, c'était à Lyon, et en bleu 5 pour la petite info. Donc mais oui, je crois que c'est qui l'a présenté avec Otal. Tiens. Bah, c'est moi, que tu finisses. Ah bah oui, c'est toi, pardon, je suis bête. Voilà. Ensuite, on a le Bosque bleu et vert. Là, il n'y a vraiment pas de différence, les gars, avec celui du set 2. C'est globalement les mêmes decks. Vert, ça a gagné 5 PQ et bleu, ça en a gagné 2. Donc ça fait 7 à eux 2. Et tu sais me dire combien de bleus ont été classés top 8 et combien de verts ont été classés top 8 ? Je me demande, c'est pas plus de bleus classés. Alors, de boss classés top 8, il y en a eu 47 et 39 énorme, en bleu. Et 39 en bleu. Ouais, donc en fait, il y a beaucoup plus de gens qui ont réussi à aller loin en bleu. Mais non, en vert, hein. En vert, c'est 47 et en bleu, 39. Ah d'accord, pardon, j'avais pas compris. Je pensais que tu disais 47 au total et 39 en bleu sur les... Mais j'aurais pensé comme toi, tu vois, sans avoir les stats sous les yeux, j'aurais pensé pareil. Ok, d'accord. Mais donc les deux fonctionnent extrêmement bien, les deux sont bien classés. Visiblement le vert tire un peu plus son épingle du jeu, en tout cas sur ce set-ci. Bah pour moi, dans le vert, il y a ce que tu disais tout à l'heure, t'as la présence du Maul, des grosses unités comme le Marcheur, du Vador forcément. Le Crate. C'est quand même assez fort. Oui, après le Crate est dans les deux. Enfin, je sais pas pour le bleu, mais. Ouais, c'est vrai qu'il est aussi joué dans le bleu, effectivement. Ouais. Ensuite, on a le Cad Bane Tarkin Town, qui était donc apparu en fin de set 2, mais qui a vraiment pris une envolée, on va dire, sur le set 3, qui n'a jamais vraiment réussi à être classé dans les meilleurs decks, mais malgré tout, il a beaucoup été joué. Et oui, parce qu'il gagne que 4 PQ. C'est déjà pas mal, hein. En vrai 4 c'est déjà pas mal, mais... sur 45 présences en top 8. Donc voilà, très très présent effectivement. Ouais. Mais en fait c'est que c'est un deck qui est très bon, qui est très stable. Le seul problème c'est qu'il se fait bouffer par les 3 meilleurs decks de la méta, et il a beaucoup de mal contre les 3 autres decks de la méta. Exactement, ouais. Ensuite, on a le Queenlan Tarkin Town, enfin un nouveau leader, justement. On n'avait pas encore parlé de Queenlan. Queenlan, c'est un peu l'équivalent blanc du Cad Bane, finalement, parce que son effet, c'est aussi un effet de ping, alors qu'il fonctionne un peu différemment. Mais grosso modo, le principe est le même. Par contre, le deck n'a rien à voir.
ça évidemment, le deck n'a rien à voir. Ici c'est un deck qui est vraiment organisé majoritairement sur le contrôle de main de l'adversaire en faisant défausser énormément avec du force throw, avec du pillage, avec du Spark of Rebellion, mais aussi de la Kira, justement l'unité Kira qui permet de bloquer grosso modo une carte dans la main de votre adversaire. C'est un deck qui tourne vraiment très bien. Là je pense qu'il y a quand même pas mal de Queenland qui ont gagné en PQ. Ah oui, c'est le double, c'est pas contre qui, c'est le double du 4 banné. Il y en a 8 gagnants en Queenland rouge et 85 dans le top 8. C'est énorme, j'aurais pas pensé que c'était autant. Et ce qui est fou, c'est très personnel ce que je vais dire, mais quand j'ai découvert le leader, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit un leader joué, honnêtement. Ah, j'aurais pas cru non plus. Je trouvais son effet sympa, mais il me semblait trop situationnel parce qu'un peu trop restrictif. Et au final, non, ça tourne extrêmement bien, ça fonctionne très très bien, notamment quand le leader est déployé, c'est beaucoup moins restrictif. Et vraiment bravo pour ce leader qui s'est un peu démarqué alors qu'on l'attendait pas forcément au départ. Et j'aurais pas pensé non plus. On en arrive au top 3, les amis, avec en 3ème position le Jango Fett Tarkington. Alors on vient de vous présenter 3 leaders qui combattaient justement avec la base Tarkington. Et ça s'explique tout simplement parce qu'on est dans une ère du ping, comme j'aime l'appeler. Donc autant Cat Bane que Queenland que les unités jouées par Jango vont aller faire des pings justement aux unités de l'adversaire. Et donc forcément ça combatte extrêmement bien avec Tarkington qui va pouvoir aller plus ou moins achever beaucoup d'unités qui ont été déjà blessées chez votre adversaire en infligeant 3 dégâts. Donc Jango, je vous en ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne avec ma version verte, que personnellement je préfère vraiment à la version Tarkington, mais ça vous le savez déjà. Mais la version Tarkington extrêmement agressive, qui est un dérivé du coup du Boba Fett rouge qu'on avait sur le set 2, et qui là par contre c'est encore plus classé je pense que Queenland. Tu vas pouvoir nous le dire justement. Alors attends, je vais te dire ça de suite. Là, je crois qu'il y a eu vraiment beaucoup de victoires du Jango Tarkington. Ah oui, Jango c'est énorme. Jango, il y a 14 victoires du Jango Tarkington pour une présence en top 8 de 100. Ah ouais, voilà, donc ça continue à grimper les stats que vous voyez. C'était beaucoup plus facile, je vous avoue d'ailleurs, pour le set 3 justement d'avoir des données fiables. Mais on est très loin du gagnant. Enfin, il faut vous rendre compte que le top 3 et le top 2, à eux deux réunis, ils n'ont pas les stats du gagnant. Ouais. Mais oui, c'est vrai que pour les stats, c'est génial. Hein. Vous n'allez pas être surpris pour le gagnant, on va y venir. Mais en tout cas, top 2, Sabine ECL. Comme vous voyez, qui n'a jamais quitté son top 2 depuis la saison 1. Ça reste à chaque fois le 2e meilleur leader du jeu, mais qui est systématiquement dépassé par un autre leader qui a été Boba pendant 2 saisons, justement. Sabine ECL du 7-3, on n'a pas grand chose à dire parce que c'est pas un deck qui a été énormément amélioré par le 7-3. Je pense même que, à part certains joueurs qui jouaient Yularen, il n'y a pas grand chose qui a été joué en plus. De temps en temps du Yu-Yang, mais je pense que la plupart des joueurs ne le mettaient pas dans le deck. Mais sinon c'est un deck très 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 similaire à celui du 7-2, donc super agressif malgré tout. Mais il était forcément battu par le Han Solo double jaune qu'on voit à toutes les sauces en ce moment, le Han Solo. On en a déjà pas mal parlé lors de nos reviews des PQ justement de cette saison. On avait l'impression qu'il dominait beaucoup trop, à la différence que, contrairement à Boba, c'est un leader qui est beaucoup plus difficile à jouer, qui demande beaucoup plus de maîtrise. Donc c'est pas non plus à mettre entre les mains des débutants. Mais le problème, si on peut appeler ça un problème, du Han Solo double jaune, c'est qu'il a un peu des solutions à tout, notamment dans ses ressources, parce qu'il joue énormément autour de la contrebande, et du coup c'est très difficile de l'épuiser, parce qu'il aura toujours quelque chose à jouer. Tu peux nous dire les stats peut-être justement de ce Han Solo ? Ouais, pas de souci. Le Han Solo justement, alors pour vous rendre compte, on disait le Jango il a 14 PQ gagnés, le Sabine il en a 16, donc ça fait 30 à eux deux, et le Han Solo seul il a 31 PQ gagnés, le double jaune. 31, waouh, ok. C'est gigantesque, donc il a 24%, plus de 24% de win rate. Et on parle que du double jaune, parce que le Han Solo, là pour le coup, toutes couleurs confondues, c'est 44 victoires, donc plus de 34% des PQ gagnés. Exactement, il a été joué dans toutes les couleurs en fait. Et dans toutes les couleurs, il arrive à gagner. Alors c'est surtout en jaune, évidemment, comme on l'a dit. Alors par contre, la Sabine, elle, c'est différent. C'est 16 en Sabine ECL, 16 en Sabine tout court. Il n'y a que des Sabines ECL qui ont gagné. Ah oui, d'accord, oui, forcément. Ah oui, sans la base, c'est fini. C'est grâce à Wrecker, c'est grâce à Podamon, c'est grâce au sabre, Ouais. Et Anne, il est présent 155 fois dans le top 8.
en double jaune, et sinon c'est 214 fois. C'est énorme, hein. Je sais pas si vous en rendez compte, mais on voit vraiment que c'est le leader qui domine la méta, qui est pas imbattable pour autant. Après, pas imbattable, mais ce qui est fou, c'est il faut se rendre compte quand même qu'il a plus de pourcentage de victoire que de présence dans le top 8, tout simplement. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est énorme, j'avoue, c'est énorme. Enfin voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein, là, Astier, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter avant de conclure cette vidéo. Nous, la vidéo, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que un grand merci. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est Noxm. Si j'écorce pas le pseudo, parce que les stats pour la vidéo, je sais que c'est surtout Anto qui a fait les slides, mais nous a beaucoup aidé à préparer, à faire la review, etc. dessus. Ouais. Donc vraiment, encore une fois, un immense bravo pour son travail. Par rapport au deck, encore une fois, comme l'a dit Anto, on a vraiment le prisme de nous, sud de la France, et de Anto, la communauté belge. Après, on a quand même suivi, lui et moi, de ce qui s'est passé sur Paris, soit par les groupes, soit par nos collègues des cartes sur table, donc par Nikoko, Mathieu, Sabax et Sky. Bien sûr, c'est subjectif à chacun. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire des decks qu'on aurait oubliés ou certains decks qui vous ont... tiens, dites-nous aussi, moi ça m'intéresserait de voir l'impact sur votre communauté du avant-après la suspension du Boba Fett. Est-ce que vraiment, ce qui a été joué sur vos communautés, est-ce que tout a changé ? Ou est-ce que non, de manière générale, les gens jouaient plutôt le jeu de jouer un peu tout et ça n'a pas vraiment changé grand-chose. Nous, ça a changé. On avait toujours 1 ou 2, voire 3 joueurs qui jouaient souvent le Boba sur les stores. Alors sur les petits tournois, tout le monde jouait le jeu, mais sur les stores et les PQ, enfin les stores surtout parce que les PQ, on l'a pas vu. En tout cas, moi, je l'ai pas vu, ça a été banni avant. Mais sur les stores, on voyait tout le temps du Boba. C'était un peu compliqué, mais il y a vraiment eu un avant-après. Ouais, donc voilà, après... ça a été plutôt intéressant à revoir un petit peu, excuse-moi de terminer juste ce petit passage, mais vas-y. De faire la rétrospective sur une année, parce que moi je dirais que je constate, en ayant tout réfléchi là sur les 2 derniers jours où on a préparé la vidéo, d'avoir vu vraiment cette évolution, des decks qui sont arrivés, d'autres qui ont émergé pour les contrer. Enfin, vraiment, j'ai retrouvé ce que j'aime dans les TCG, c'est-à-dire comme on en parlait tout à l'heure, l'effet pierre-feuille-ciseau sur Star Wars Destiny, c'est plutôt pierre-feuille-ciseau, il y a 8000 trucs, mais c'est vraiment intéressant de voir que chaque deck va rencontrer un autre, va être particulier par rapport à un autre. Ça, c'était vraiment cool. Ouais, tout à fait. Et j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné un petit élan de nostalgie aussi pour les plus anciens du Star Wars Unlimited. Pour ceux qui découvrent le jeu seulement aujourd'hui, n'hésitez pas justement à prendre en connaissance un peu des decks qui performent actuellement et ceux qui ont performé dans le passé. D'ici quelques jours, on va pouvoir découvrir aussi le 7-4 qui va sortir justement très 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 bientôt, et je pense qu'il va beaucoup rabattre les cartes, parce que autant le 7-3 était, comme vous l'avez vu dans la deuxième partie de cette rétrospective, le 7-3 était assez faible en bonnes cartes ajoutées. Par contre, le 7-4 a l'air vraiment très très solide avec des mécaniques complètement nouvelles, donc j'ai vraiment hâte de voir comment la méta va évoluer avec tout ça, et ça on pourra en parler justement d'ici quelques jours, les amis. En tout cas, je te remercie Astier de m'avoir accompagné pour cette vidéo. Merci à toi, et j'espère que ça vous a plu, les amis. On se revoit très très bientôt sur la chaîne des cartes sur table et aussi sur les duels des cartes sur table. N'hésitez pas à aller voir, on a posté pas mal de duels récemment, et je vous dis à très très bientôt. Salut tout le monde, à la prochaine.